Donc là, on va parler du développement embryonnaire. Ça veut dire qu'on va être du coup après la fécondation. Hein. Donc, on va pouvoir voir du coup quelles sont les étapes et les mécanismes qui permettent de passer du zygote, de la cellule œuf, à un adulte pluricellulaire qui va être du coup caractérisé par un plan d'organisation, et on va se placer chez les vertébrés. On va même se placer plus précisément chez les amphibiens. Alors, dans ce développement embryonnaire, en fait, nous, on verra pas tout le développement embryonnaire. On fera que le développement embryonnaire sensu stricto, c'est-à-dire qu'on verra pas le développement post-embryonnaire, la métamorphose, hein, notamment. Donc, notre étude, elle va se limiter du coup à cet amphibien qui s'appelle le xénope et qui est une sorte de grenouille qui provient d'Afrique du Sud. Donc, avec un aspect un peu dodu, entre guillemets. Hein, et ce xénope, en fait, il est beaucoup utilisé en laboratoire. Alors, ce xénope, il a une vie amphibie hein, à l'âge adulte. Autrement dit, il vit à la fois sur Terre, mais aussi en partie dans l'eau. Et quand arrive la période de reproduction, mâle et femelle s'accouplent. En fait, le mâle va presser l'abdomen de la femelle et déclencher du coup la ponte des ovocytes. Donc, il y a un accouplement sans coït, hein, puisque le mâle n'a pas de pénis. Et du coup, on va avoir, malgré cet accouplement, on a bien une fécondation qui sera externe, c'est-à-dire que la femelle va pondre des ovocytes et le mâle va ensuite déverser sur cette ponte sa semence, autrement dit, son sperme avec ses spermatozoïdes. Ça veut dire que du coup, le développement embryonnaire en fait de cette espèce va se faire dans le milieu extérieur. Alors, le milieu aquatique est un milieu peu contraignant. Et donc, ça veut dire qu'on a affaire à une espèce ovipare hein, qui pond des œufs et dont les œufs se développent à l'extérieur du corps de la femelle. Là, sur cette diapositive 3, ce qu'on voit très bien, c'est que les ovocytes, en fait, alors, ils ont été fécondés, hein, sûrement. Donc, on peut dire maintenant les cellules œufs hein, ou les zygotes. Et ils sont emprisonnés dans une sorte de gelée hein, d'une substance gluante hein, qui s'appelle la gangue. Hein, c'est une substance un peu gélatineuse qui a été mise en place autour des ovocytes quand ils sont passés dans les oviductes, hein, autrement dit les conduits qui mènent à l'utérus depuis l'ovaire. Donc on voit classiquement là au printemps hein, dans des mares d'eau et justement ces amas d'œufs de grenouilles qui sont tout gluants. Hein, donc ce qui est gluant là, c'est la gangue hein, et ça permet aussi de protéger du coup hein, la cellule œuf puis ensuite l'embryon. Donc voilà, quelques mots du coup sur la reproduction qui font référence finalement à notre chapitre 1. Donc un accouplement sans coït, mais déclenchant du coup une ponte d'ovocytes, une fécondation qui est externe et un développement embryonnaire qui se fera aussi à l'extérieur du corps de la femelle. Hein. Donc on a bien une espèce ovipare. Alors, pour les étapes du développement du xénope, en fait, si je commence, la première étape, enfin en tout cas le premier moment, hein, le développement embryonnaire, il va se passer après la fécondation. Donc, je suis à la diapositive numéro 4. Donc, un ovocyte et un spermatozoïde vont donner lieu à la fécondation et donner une cellule œuf. On va être à ce moment-là au stade 1. Et puis, cette cellule œuf, elle va s'engager dans un processus de cycle cellulaire avec des mitoses intenses. Hein. Donc, on va avoir une division, en fin de compte, de cette cellule œuf très rythmée. Ça va être la première phase du développement embryonnaire qu'on va appeler la segmentation. Donc, il s'y passe que des divisions cellulaires. En gros, que des cycles cellulaires avec des mitoses. Puis le deuxième temps, alors ce sera du coup, aujourd'hui, vous allez justement étudier ce premier temps, en fin de compte, du développement embryonnaire. Le deuxième temps du développement embryonnaire, ça va être il va toujours y avoir des mitoses, mais en plus, il va y avoir des mouvements de cellules. Hein. Donc, ces mouvements de cellules vont caractériser une deuxième période qu'on appelle la gastrulation. Et lors de cette gastrulation, on verra que se met en place 3 feuillets cellulaires, hein, qu'on appellera ectoderme, endoderme et mésoderme. Et ils s'engageront, en fin de compte, ces feuillets, dans un processus où des organes vont se différencier.
hein, et à ce moment-là, on est dans le troisième étape du développement embryonnaire qui est l'organogénèse. À ce moment-là, on obtiendra ce qu'on appelle le stade bourgeon-condyle. Notre programme, il va aller jusqu'à ce stade-là et donc on ne verra pas la suite. Donc après l'éclosion et avec notamment la métamorphose. Donc en gros, au stade bourgeon-condyle, ben, on voit déjà un peu le juvénile en fait de ce xénope qui s'appellera le tétard. Donc en fait, à un moment donné, eh ben, ce bourgeon caudal, cet embryon au stade bourgeon caudal, va s'échapper de la gangue, hein, de cette espèce gélatineuse et va nager du coup dans le milieu aquatique et on a affaire à un tétard. Ce tétard, ben, il ressemble pas du tout à l'adulte. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, on aura dans ce développement post-embryonnaire une métamorphose, c'est-à-dire qu'il y aura vraiment un changement d'aspect majeur en fait entre le juvénile et l'adulte. Et cette métamorphose en fait ne sera pas du coup étudiée lors du programme et implique du coup s'il y a une métamorphose qu'il s'agit d'un développement du coup indirect, hein, qu'on a un développement indirect chez le xénope. Alors d'ailleurs au sujet à ce moment-là au niveau de cette métamorphose, eh ben on a un changement de milieu de vie, hein, puisque le tétard il est purement aquatique, il peut pas vivre sur le milieu terrestre, alors que l'adulte va acquérir une capacité amphibie, hein, donc d'être capable finalement de vivre dans l'eau, mais aussi dans l'air. Alors est-ce que j'ai oublié quelque chose? Donc une fois eh ben, justement que la métamorphose a lieu, je vais avoir un jeune adulte non mature sexuellement, et puis ensuite on va avoir une puberté et on obtiendra un adulte mature sexuellement. Donc nous, on va se limiter qu'au développement embryonnaire, donc que ces trois étapes qui ont été mises en bleu, segmentation, gastrulation et organogénèse. Et en fait, on étudie ce xénope parce que c'est l'espèce qui a été le plus étudiée chez les vertébrés pour le développement embryonnaire, parce que c'est une espèce qui a de bonnes caractéristiques en termes de modèle biologique. Alors déjà, son cycle est assez court, hein, puisque en à peu près une soixantaine de jours, eh ben, on a un adulte qui est mature sexuellement, donc en 2 mois. Donc ça fait un temps de génération qui est faible. Et puis on a une femelle qui pond énormément d'ovocytes, plusieurs centaines d'ovocytes par femelle. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir multiplier les observations, hein, c'est pas comme chez d'autres espèces de vertébrés où tout ça se passe en plusieurs années et où la femelle n'a que enfin ne donne lieu qu'à un ou deux petits. Deuxième chose, c'est un embryon qui est relativement résistant, hein, et qui est en plus de grande taille. On peut le voir, hein, un ovocyte en fait de xénope, c'est déjà plus d'1 mm, 1 mm 2. Donc du coup, on le voit à l'œil nu. Donc il suffit simplement d'une bonne loupe binoculaire pour voir déjà pas mal de choses. Et son développement est en plus externe, non pas interne dans les voies génitales de la femelle. Donc du coup, ça facilite véritablement les observations et les manipulations. Et enfin, ce xénope, il a été étudié génétiquement. On a décrypté son génome, j'arrive plus à retrouver le terme. On a séquencé, excusez-moi, le génome et on a trouvé des marqueurs qui ont permis de faire des manipulations génétiques. Par exemple, la première transgénèse chez le xénope, elle date de 1987. Dernière chose dans cette introduction, vous allez voir que en embryologie, la nature de la coupe est extrêmement importante. Donc, il faut que vous soyez bien au clair en fait sur ce que c'est que les différentes coupes. Donc, la coupe la plus simple, c'est la coupe transversale. Donc, je suis à la diapositive numéro 5. Hein, tout en bas, on a une coupe transversale. En fait, c'est un plan de coupe qui va séparer du coup une partie avant et d'une partie arrière. Donc, d'une partie antérieure et d'une partie postérieure. Donc, en gros, c'est un plan de coupe qui est perpendiculaire à l'axe antéro-postérieur. Et donc, on sépare du coup une partie antérieure et une partie postérieure. Ça, c'est la coupe transversale. Ensuite, souvent, ce que vous utilisez, c'est le mot de coupe longitudinale. Mais les coupes longitudinales, en fait, il y en a de deux types. La coupe sagittale et la coupe frontale. La coupe sagittale, c'est celle qui passe dans le plan de symétrie. Donc, elle va séparer un côté gauche et un côté droit. Hein, donc, en gros, elle contient dans le plan de symétrie, en fait, contient à la fois l'axe antéro-postérieur qui relie l'avant et l'arrière et l'axe dorso-ventral qui relie le côté dos et le côté ventre. Donc, cette coupe sagittale, elle sépare côté droit et côté gauche. Hein, et si elle est légèrement décalée du plan de symétrie bilatérale,
on parlera plutôt de coupe parasagittale. Hein. Vous rappelez-vous, hein, les membres parasagittaux, on avait vu ça lors du deuxième chapitre du thème D. Hein. Le thème, le chapitre du coup 2D1. Non, 2A1. A2, excusez-moi, je me mélange. La coupe frontale, c'est une coupe qui va être en fait qui va séparer une partie dorsale et une partie ventrale. C'est une coupe qui est en fait perpendiculaire au plan à la coupe sagittale, hein, donc au plan de symétrie bilatérale, et qui est aussi du coup perpendiculaire en fait à la coupe transversale. Donc ça, bien se mettre au clair sur ce que c'est qu'une coupe sagittale. Donc je sépare le côté gauche et le côté droit. La coupe frontale, je sépare une partie dorsale d'une partie ventrale, et la coupe transversale où je sépare du coup une partie antérieure et une partie postérieure. Est-ce qu'il y a des questions sur cette introduction? Alors, on va se lancer du coup dans le grand 1. Le grand 1, en fin de compte, ça va être une partie qui va être relativement simple parce que très descriptive. Alors, un peu plus compliqué pour vous parce que on va pas pouvoir faire du coup le TP sur l'embryon de Xénope, puisque il me faut déjà des embryons de Xénope, donc c'est pas facile, vous pourrez pas vous en procurer, et puis il faut des loupes binoculaires pour les observer. Et puis on devait aussi bien évidemment observer des coupes, hein, d'embryons, et il faut absolument le microscope optique. Donc pas de panique, en fait à la rentrée, avec Monsieur Cross, on verra comment on peut rattraper du coup ce TP, hein, qui demande, comme vous aurez les connaissances, qui demande peut-être 2 heures. Hein, pour voir toutes ces coupes. Hein, donc ça, ce sera fait. Et puis il y a aussi des discussions là avec les instances des concours pour justement se poser la question si on va pas aménager un peu le programme de SP de façon à pouvoir bien finir le programme de SUP au début de la SP. Hein, donc tout ça est en discussion. Alors donc on va s'engager d'abord en fait dans ce grand 1 sur le développement embryonnaire qui comprend différentes étapes. En fait, on va en voir 3 du coup, la segmentation, la gastrulation et puis l'organogénèse. Et puis dans un grand 2, on verra le contrôle de ce développement embryonnaire. Donc là, ce sera une partie plus fonctionnelle et du coup un petit peu plus compliquée. Donc première partie, on va présenter justement, on va voir de l'ovocyte à la cellule œuf, et on va voir que en fait de façon très précoce, on va avoir l'acquisition des axes de polarité. Donc axe de polarité, ça veut dire axe antéro-postérieur et axe dorso-ventral, et ainsi que du plan de symétrie bilatérale qui permet du coup d'avoir un côté gauche et un côté droit. Donc petit 1, l'ovocyte d'amphibien est une cellule polarisée à symétrie radiaire. Donc, polarisé, ça veut dire qu'on va pouvoir distinguer 2 pôles. Alors, on verra, ça s'appelle un pôle animal et un pôle végétatif. Donc, vous faites attention justement à pas dire pôle végétal, comme j'ai failli le dire. Hein, c'est bien pôle végétatif. Et on va avoir une symétrie radiaire. Autrement dit, ça veut dire qu'on va pas être capable d'avoir une symétrie bilatérale. Donc, avec un côté gauche et un côté droit, ça va être une symétrie radiaire. Hein, on va avoir du coup cette notion-là. Donc, la diapositive numéro 7 vous présente justement des images à la loupe binoculaire de ces ovocytes. Donc, au moment de l'accouplement, en fait, la femelle pond du coup ces ovocytes, et ces ovocytes sont bloqués, comme on l'avait vu dans le premier chapitre, en métaphase 2 de méiose. Hein. Autrement dit, ces ovocytes n'ont pas terminé, hein, ces gamètes n'ont pas terminé leur méiose. Hein, donc, on est encore au stade d'ovocyte et non pas d'ovotide ou plutôt d'ovule. Les gamètes, ce gamète femelle, en fait, quand il est pondu, il est protégé par deux éléments. Premièrement, c'est l'élément gluant qui est tout autour, hein, donc qui est là transparent, c'est ce qu'on appelle la gangue mucilagineuse, donc un peu muqueuse. Et en fait, entourant le gamète, on retrouve ce qu'on avait vu en fait chez le mammifère, c'est qu'on a ce qu'on va appeler ici une membrane
vitelline et qui avait été appelée la zone pellucide qui est appelée la zone pellucide chez les mammifères. Mais c'est fondamentalement la même chose, hein. Donc, on a une membrane vitelline. Alors là, qu'on peut pas observer parce qu'elle est vraiment très, très fine. Ce serait peut-être le trait noir là que l'on pourrait voir ici, ou là où je montre ici, la membrane vitelline qui est externe et qui est accolée à la membrane plasmique qui est du coup qui est le côté interne. Donc cette membrane vitelline, eh ben, c'est une couche de glycosaminoglycanes, de GAG et de glycoprotéines qui ont été sécrétées en fait par les cellules folliculaires dans les ovaires. Donc ces ovocytes sont aussi dans des follicules avec ces cellules folliculaires qui du coup sécrètent eh ben, ces GAG et ces glycoprotéines qui viennent entourer, doubler finalement la membrane plasmique, créer finalement une matrice extracellulaire. Et donc, quand l'ovocyte eh ben, sont ovulés, sortent des ovaires, eh ben, ils passent dans les oviducts où ils s'enduisent littéralement, où ils sont recouverts d'une sorte de couche avec de la mucine, qui est une molécule qui va donner du coup quelque chose de gélatineux. Et ben, c'est la gangue mucilagineuse. Alors, quand on regarde cet ovocyte, eh ben, on voit déjà que on a on a deux couleurs. On a une partie qui est sombre et on a une autre partie qui est claire. En fait, un ovocyte, c'est comme si c'est rond, hein, donc du coup, c'est vraiment une sphère à l'image un peu d'un globe, et on aurait en fin de compte deux hémisphères, un hémisphère coloré, sombre, et un hémisphère clair. Donc on va voir que c'est un hémisphère du coup animal et un hémisphère végétatif. Au niveau de l'hémisphère en fait animal qui est sombre, eh ben on a une zone au sommet qui est un petit peu plus décolorée. C'est ce qu'on va appeler la tâche de maturation. Après on le verra, on comprendra ce que c'est. Et au milieu de cette tâche de maturation, on peut avoir un petit point qui est plus foncé. Et ben c'est la zone où on a émis en fait le globule polaire. Donc ça correspond, si on a du coup cette tâche d'émission, ça veut dire qu'on a plus affaire à des ovocytes, mais si le globule polaire a été émis, eh ben on a affaire du coup à une cellule œuf, c'est-à-dire qu'on a terminé, du coup on a émis le deuxième globule polaire, donc on a terminé finalement la méiose. Bon, ça, vous l'observez pas, vous observerez par contre la tâche de maturation. Donc hémisphère animal pimenté, hémisphère végétatif clair, et puis normalement entre les deux, on a une zone, la zone équatoriale entre guillemets, qui est ce qu'on va appeler l'anneau équatorial, qui est une zone qui est normalement encore plus claire que l'hémisphère végétatif. Donc c'est ce qu'on appelle en fait l'anneau équatorial. La taille, elle est relativement importante de cet ovocyte. Il fait 1,2 mm et c'est en lien bien évidemment avec l'accumulation à l'intérieur de réserves qui s'appelle le vitellus. Alors, diapositive numéro 8, donc on nous remontre, alors vous ferez bien attention en fait à bien regarder quelle est la nature des différents schémas. Donc ici, on a côté gauche une vue externe, donc on le voit depuis l'extérieur. Et ici, on a une vue en coupe, côté droit. Donc là, on l'a coupé. Si on regarde, eh ben, on voit en vue externe, on retrouve justement cette espèce de gradient un petit peu de couleur, de coloration. Et ben avec du coup une partie qui est une première partie en fait, un premier hémisphère qui est au-dessus ici et qui serait du coup l'hémisphère animal, et un deuxième hémisphère qui est plus clair, qui est un hémisphère du coup végétatif, et entre les deux une zone encore plus claire au niveau de l'équateur qui est l'anneau équatorial. La zone qui est plus claire au niveau de l'hémisphère animal, donc dans la zone sombre, c'est la tâche de maturation et qui définit ce qu'on appelle le pôle animal. Et à l'opposé du coup, aux antipodes, eh ben on a ce que l'on appelle le pôle végétatif. Et en fait, en réalité, l'axe qui passe par le pôle animal et par le pôle végétatif, eh ben c'est en réalité l'axe antéro-postérieur. En fait, le pôle animal donnera le futur avant de l'animal et le pôle végétatif donnera le futur arrière de l'animal. Donc, on a déjà finalement l'axe antéro-postérieur. Quand on fait alors, ce qui nous est représenté par un trait orange, c'est la membrane plasmique qui est côté interne et qui est doublée extérieurement par la membrane vitelline, autrement dit l'équivalent de la zone pellucide.
Quand on fait une coupe, eh ben, on se rend compte ici que on a en fait du côté du pôle animal, eh ben, on a nos chromosomes hein, qui sont organisés, alignés, en fait, qui définissent une plaque métaphasique. Donc ici, on a le fuseau de division, hein, les chromosomes qui sont alignés et ces chromosomes, ben, on est en deuxième division de méiose. Donc, ça veut dire qu'on a affaire à des chromosomes à deux chromatides, mais on n'a plus qu'un chromosome par paire. Hein. Donc, autrement dit, on est déjà dans une cellule haploïde. Donc là, on va séparer simplement les chromatides de chacun des chromosomes. Alors, vous voyez bien qu'on n'est pas du tout au milieu, en fait, de la cellule. Hein, on est complètement excentré, hein, tout simplement parce que du côté du pôle végétatif, eh ben, on a une sorte de réserve. Enfin, on a du vitellus qui est en fait un mélange de protéines et surtout de lipides. Donc, on a des espèces de ce qu'on appelle des agrégats, hein, des plaquettes vitellines qui constituent quelque chose d'un peu dense et non pas avec du coup un aspect un peu huileux. Hein, et donc, c'est pas aqueux comme véritablement le cytosol. Hein. Donc, pour avoir une idée en fait du vitellus, eh ben, le vitellus c'est l'équivalent en fait du jaune d'œuf dans l'œuf de poule. Donc ici, eh ben, on a du coup notre fuseau mitotique avec les chromosomes qui a été basculé, hein, qui est décentré et qui est prêt à terminer, donc à s'engager dans l'anaphase, puis la télophase et de finir du coup la méiose avec l'émission d'un deuxième globule polaire. Alors, ce qu'on voit aussi, c'est que, là, attention, je suis en coupe, et ben, je vois que la périphérie, tout à la périphérie, en fin de compte, de l'ovocyte, et ben, je vais avoir des petites vésicules qui contiennent, en fait, de la mélanine et qui vont s'appeler, en fait, les pigments, enfin, qui donnent ce qu'on appelle les pigments corticaux. Hein. Donc, on a des pigments. Hein, et la mélanine, on sait que c'est un pigment qui est noir. Donc, en fait, on a une coloration noire de la périphérie de l'hémisphère animal et pas de l'hémisphère végétatif. Donc, vous comprenez pourquoi, du coup, eh ben, mon hémisphère animal, il apparaît sombre parce qu'en fait, juste dessous la membrane plasmique, eh ben, j'ai de la mélanine hein, dans cet hémisphère. Par contre, la plaque, enfin, le fuseau mitotique, en étant décentré, eh ben, repousse un petit peu repousse en fin de compte ces pigments et du coup au sommet de cet hémisphère animal et ben en repoussant ces pigments et ben on obtient du coup une zone qui est plus claire qui est du coup la tâche de maturation. Alors la diapositive, est-ce qu'il y a des questions pour l'instant? La diapositive, en fait, numéro 9, eh ben, elle montre justement l'origine de cette tâche de maturation et du point d'émission. Alors, les ovaires, en fait, de la femelle contiennent des ovocytes 1 qui sont bloqués en prophase et en prophase au départ. Et du coup, l'enveloppe nucléaire eh ben, n'est pas encore complètement disloquée. À ce moment-là, eh ben, on parle soit de noyau, soit on parle, puisque c'est un noyau qui est en train de se faire disloquer, eh ben, soit on parle de vésicule germinative, un VG. Hein. Donc, sur le schéma, bah, justement, ils ont utilisé ce terme-là de vésicule végétative. Et je suis chez la jeune femelle, donc du coup, j'ai dedans, elle renferme des chromosomes à deux chromatines. Ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir une remontée du coup de ce noyau qui va repousser du coup les pigments corticaux hein, donc la mélanine et qui va du coup commencer on va voir du coup apparaître la tâche de maturation au niveau du pôle animal. Et donc du coup, quand on voit ce genre d'ovocytes, on dit que ces ovocytes sont matures parce ils vont s'engager en fin de compte dans la méiose. Hein, donc c'est pour ça qu'on parle de tâche de maturation. Et puis, là, sur le troisième schéma, eh ben, on voit que l'enveloppe nucléaire, qui a d'ailleurs été très, très mal représentée sur ce schéma, puisqu'on a l'impression qu'elle est constituée que d'une seule membrane, alors qu'on sait que c'est une enveloppe, donc une double membrane, eh ben, se disloque et ça va marquer la fin de la prophase 1. Et du coup,
on va s'engager véritablement dans la méiose, qui va se terminer du coup on va avoir du coup à la fin de la première division de méiose, et ben l'expulsion du coup du premier globule polaire, et donc en fait qui va contenir un chromosome de chaque paire, et l'autre chromosome de chaque paire est resté du coup dans l'ovocyte. Donc là, à la fin de cette première division de méiose, et ben on a terminé, on a fini d'avoir des ovocytes 1, ovocyte 1, et on va s'engager dans le stade ovocyte 2. Donc, on obtient du coup des ovocytes 2. Alors, le globule polaire, quand il sort, et ben, du coup, il donne un petit point qui s'appelle le point d'émission, donc qui est à mettre en référence avec celui-ci là. D'accord? Donc, effectivement, tout à l'heure, attention, je me suis trompé. Ici, il s'agit bien d'ovocyte 2, même s'il y a le point d'émission, c'est pour le premier globule polaire et pas le deuxième globule polaire. Alors, une fois que j'ai fait ça, et ben l'ovocyte, donc j'ai terminé ma première division de méiose, qui est une division réductionnelle, et je vais m'engager dans la deuxième division de méiose, qui est une division équationnelle. Mais cette fois-ci, je commence à prophase, je vais aller jusqu'en métaphase, mais à la métaphase, on va bloquer. Donc là, ils nous ont représenté des chromosomes qui sont alignés au schéma 4. Donc, au schéma 5, excusez-moi. Et donc, on va bloquer du coup cet ovocyte qui sera donc un ovocyte 2, puisque je suis dans la deuxième division de méiose, et qui est bloqué du coup à la métaphase. Et cet ovocyte, ben, c'est celui-ci qui va être et qui va reprendre sa méiose si on a la présence d'une fécondation. Donc, on a un blocage en métaphase 2 de la deuxième division de méiose. Il est ovulé, il va s'entourer d'une gangue mucilagineuse lors de la descente dans l'un de ses oviducs, et il sera du coup pondu. La méiose se reprendra uniquement si on a fécondation. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, dernière du coup diapositive. Non, pas dernière diapositive, dernière diapositive de cette sous-partie. En fait, du coup, je vous ai réalisé un schéma, je suis à diapositive numéro 10, du coup, d'ovocyte 2 pondu. Donc ici, je suis en coupe. Et en haut, je vais avoir en fait mon pôle animal avec ma tâche de maturation. J'ai représenté ici, du coup, le fuseau de division avec les chromosomes en plaque métaphasique. Et je vois que alors ma membrane plasmique apparaît en bleu. Elle est doublée extérieurement par l'équivalent de la zone pellucide qu'on appelle ici la membrane vitelline. Mais attention, ce n'est pas du tout une bicouche lipidique, c'est bien une couche de glycosaminoglycane et de glycoprotéines comme la zone pellucide. Et tout autour, on a encore une deuxième couche qui double, qui est cette couche mucilagineuse qui s'appelle la gangue. Juste en dessous de la membrane plasmique, on a ce qu'on connaissait déjà depuis le chapitre 1, des granules corticaux. Je vous rappelle que ces granules corticaux, ils permettront de faire la réaction acrosomique, la réaction corticale, excusez-moi. Et en dessous, et encore en dessous de cette membrane plasmique, on a des petits points noirs que j'ai représentés qui s'appellent du coup les granules pigmentaires et qui sont uniquement en périphérie. Et si on représente ça en volume, ça ferait du coup une calotte. Donc on appelle ça souvent la calotte pigmentaire. Ces pigments sont repoussés par le fuseau métitique et les chromosomes en plaque métaphasique au niveau du pôle animal. Du coup, ça donne une zone qui sera moins riche en granules pigmentaires et donc une zone qu'on appellera la tâche de maturation. Et toute cette zone qui contient du coup la calotte pigmentaire et apparaît du coup sombre et définit ce qu'on appelle l'hémisphère animal. À l'opposé, la zone où il n'y a pas de pigment mélanine, de granules pigmentaires en dessous de la membrane plasmique, et c'est du coup l'hémisphère végétatif. Et entre les deux, au niveau de la zone de transition entre les deux, on aurait du coup l'anneau équatorial. Alors, ce que j'ai représenté en jaune, ce que j'ai représenté justement, ce sont ces réserves. Ces réserves qui sont qui contiennent en fait du coup des protéines et surtout des lipides et qui sont de plus en plus denses quand on rejoint le pôle végétatif. Donc, c'est ce qu'on appelle le vitellus ou les plaquettes vitellines. Et à l'opposé, il y a un deuxième gradient. Et plus je me rapproche du pôle animal et plus je trouve en fin de compte d'ARN messager et de protéines qui ont été héritées de la mère, ce qu'on appelle les ARN et les protéines à origine maternelle.
Ah oui, et puis dernière chose, j'ai représenté ici un globule polaire. Donc ça veut dire qu'on est bien, on a bien émis, on a déjà 2 cellules dans la méiose, donc ça veut dire qu'on a déjà réalisé la première division de méiose. Il y a eu déjà la première cytodiérèse, alors qui est en fin de compte une cytodiérèse totalement inégale, puisque vous voyez bien que le globule polaire n'a pas du tout le même volume que la deuxième cellule, autrement dit l'ovocyte 2. Et on voit que ici, on s'est engagé du coup dans la deuxième division de méiose, donc on a été bloqué en métaphase. Et quand on débloquera, on libérera un deuxième globule polaire et qui donnera, en fait, qui sera issu aussi encore d'une cytodiérèse totalement inégale. Et donc ici, j'ai rajouté l'échelle que j'avais oubliée. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Oui. Je voulais juste demander si ça posait pas un problème le fait qu'il y ait un gradient d'ARN et d'ARNM et de protéines. Pas du tout en fait, parce que en fait, on va voir que justement le fait que les ARN M et que les protéines soient pas disposées de n'importe quelle manière, et ce sera hyper important en fin de compte dans le développement embryonnaire. Alors justement, si je reviens là, vous voyez bien que concrètement, quand je dis que c'est une cellule qui est polarisée, on le voit clairement, c'est-à-dire que vous voyez bien qu'au niveau du pôle animal, alors déjà rien que quand vous le regardez à l'aspect extérieur, l'ovocyte il a véritablement 2 parties. Il y a l'hémisphère animal qui est sombre et il y a l'hémisphère végétatif qui est clair. Donc autrement dit, ça traduit le fait qu'il y a déjà une dissymétrie, une répartition inégale des mélanines, des granules pigmentaires. Mais quand on analyse aussi, on voit bien qu'il y a une répartition inégale des réserves nutritives. Le vitellus, il est côté végétatif et peu côté animal. Les ARN et les protéines sont plutôt côté animal et plutôt côté végétatif. Donc, en gros, si je parle de symétrie, je peux pas définir une symétrie bilatérale. Ce que j'ai à faire, c'est une symétrie radiaire, c'est-à-dire que j'ai un axe de symétrie qui passe par le pôle animal et le pôle végétatif. Donc, j'ai un axe de symétrie. Par contre, j'ai pas un plan de symétrie, c'est-à-dire que si je prends cette partie-là, c'est exactement la même chose que cette partie-là, qui serait la même chose que la partie qui serait avant, à l'avant, ou que la partie qui serait à l'arrière. Donc, j'ai vraiment une symétrie, en fait, à radiaire et non pas une symétrie bilatérale. Par contre, j'ai déjà un axe. J'ai déjà un axe de polarité, l'axe antéro-postérieur, puisque cette partie-là me donnera, la partie qui est du côté du pôle animal me donnera l'avant, et la partie du côté du pôle végétatif donnera l'arrière de l'animal. Alors, cette inégale répartition des ARN et des protéines, tu verras que quand on fera le grand 2, elle sera vraiment au cœur du contrôle. C'est-à-dire qu'on verra notamment que là, il y aura quelques ARN et quelques protéines qui permettront en fin de compte de définir le futur dos et le futur ventre en fait de l'animal. Non, cette répartition, ça pose pas de problème. Au contraire, c'est au cœur du processus de contrôle. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Je crois que c'était Anne-Sophie, je suis pas sûr. C'était Lucie. Mais merci beaucoup. Très bien. Donc voilà. Donc bien comprendre ça sur cette partie-là. On comprend bien ce que ça veut dire quand je dis que c'est une cellule qui est polarisée. On voit bien qu'il y a un pôle animal et un pôle végétatif et qu'il y a bien une symétrie radiaire et non pas une symétrie bilatérale. Alors pour bien comprendre ce que c'est qu'une symétrie bilatérale et une symétrie radiaire, symétrie bilatérale, c'est simple, c'est nous. Nous, on a une symétrie bilatérale. Par contre, si vous prenez par exemple une étoile de mer, c'est une symétrie radiaire, c'est-à-dire qu'en fait, on fait une révolution. Il y a un axe de symétrie, non pas un plan de symétrie. Qu'est-ce que je peux vous donner comme autre exemple? Si vous prenez par exemple une méduse, pareil, ce sera pas une symétrie bilatérale, mais ce sera une symétrie radiaire. Alors, deuxième partie, la fécondation modifie la structure en fait de la cellule œuf. Donc, je passe à la diapositive numéro 12. Alors, la fécondation, comment elle va avoir lieu? Bon, c'est simple, on a vu qu'il y avait du coup un accouplement, que la femelle pondait du coup les ovocytes 2, que le mâle déversait du coup son sperme sur cette ponte, et du coup, les spermatozoïdes, ils vont nager en fait ils vont devoir traverser la gangue en nageant. Donc, sur la diapositive numéro 12, c'est assez
je trouve assez formidable en fait d'avoir été capable en fin de compte de filmer du coup la progression de ce spermatozoïde dans la gangue mucilagineuse. Alors vous voyez bien que dans la première image en fait on voit très bien qu'il y a une zone qui est très noire, c'est l'ovocyte 2, hein, donc on est au niveau de son cytosol. Et puis, on voit qu'il y a un trait noir qui est un petit peu décalé à ce niveau-là de ma souris. Et ben, c'est la membrane vitéline. Et du coup, ce qui limite vraiment le bleu foncé du noir, et ben, ce serait la membrane plasmique. Donc, on a la membrane plasmique, on a la membrane vitéline. Et on a notre spermatozoïde qui est du côté de la gangue mucilagineuse. Donc, il traverse en nageant cette gangue, en traversant du coup cette gangue. Et puis, à un moment donné, il va arriver au contact de la membrane vitéline. Et au niveau de la membrane vitéline, et ben, on va avoir tous les processus qu'on avait vus en fait lors du premier chapitre. C'est-à-dire qu'il va y avoir une reconnaissance avec, vous vous rappelez, la fixation des récepteurs aux ZP3 qui sont sur la membrane plasmique du spermatozoïde sur les glycoprotéines ZP3 qui sont dans la zone pellucide des mammifères, ici, du coup, la membrane vitéline. C'est le nom de la zone pellucide. Et vous vous rappelez que ça provoquait du coup la réaction acrosomique, que du coup, l'acrosome libérait des hydrolases qui digéraient du coup la membrane, la zone pellucide, ici la membrane vitéline, et que du coup, le spermatozoïde pouvait pénétrer du coup, passer du coup cette zone pellucide, ici membrane vitéline. Cette zone pellucide, eh ben, en fait, excusez-moi, ce qu'on observe, c'est que 30 minutes après, justement, la reconnaissance du spermatozoïde avec la zone, avec la membrane vitéline, eh ben, on voit que cette membrane vitéline, enfin en tout cas, l'espace entre la membrane vitéline et la membrane plasmique augmente. En fait, la membrane vitéline, eh ben, elle a été modifiée. Je vous rappelle, suite à la réaction acrosomique, elle va donner lieu elle va se transformer en membrane de fécondation et va empêcher en fait les protéines ZP3 ont été décapitées. Donc ça veut dire que il n'y a pas d'autres spermatozoïdes qui peut être reconnu. Et en plus, on a la création d'un espace périvitélin puisque l'ovocyte va se rétracter et du coup, il va y avoir un espace un peu plus grand entre la membrane de fécondation et la membrane plasmique. Ça va constituer une deuxième barrière en fait à la polyspermie. On va bloquer du coup cette polyspermie. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur ça? Donc, c'était des connaissances qu'on avait du premier chapitre. Alors, on s'engage du coup dans ce qu'on appelle la rotation d'équilibration. Donc là, attention, c'est important parce qu'on va avoir deux rotations qu'il ne faudra pas confondre. La première rotation, elle intervient 30 minutes après la fécondation. Donc, on vient de voir en fait qu'il y avait, après la fécondation, que l'ovocyte se rétractait. Une rétractation de cet ovocyte et donc du coup on crée cet espace périvitélin. Donc cette rétractation elle va provoquer une rotation d'équilibration qui va se faire en fait en fonction simplement du centre de gravité en fait de l'hémisphère. Alors ici sur la première image, sur la diapositive numéro 13, vous avez justement des ovocytes qui sont dans leur gangue mucilagineuse et qui ont été pondus et ils sont disposés de façon aléatoire lors de la ponte. Donc, on voit que certains d'entre eux nous présentent clairement le pôle, leur hémisphère végétatif, donc le clair. D'autres nous présentent clairement leur hémisphère animal, donc l'hémisphère qui est sombre. D'ailleurs, on voit très bien la tâche de maturation qui est plus claire. Et d'autres sont vraiment de profil, entre guillemets, et on voit bien la bande blanche, beaucoup plus blanche que les deux autres hémisphères, et notamment que l'hémisphère végétatif, ce qu'on appelle l'anneau équatorial. Donc, en fin de compte, là, ils sont disposés de façon aléatoire, et quand ils ont été fécondés, 30 minutes après, regardez sur la deuxième image, on voit qu'ils nous présentent tous donc les cellules œufs, là, cette fois-ci, donc les ovocytes fécondés, nous présentent tous leur hémisphère, en fin de compte, animal, avec la tâche de maturation au sommet. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, quand il y a eu, du coup, fécondation, suite à la rétractation, du coup, de l'ovocyte,
et ben, la membrane plasmique, elle se décolle de la membrane de vitelline et du coup, ben, l'ovocyte, il se retrouve désolidarisé du coup de la gangue et de la membrane vitelline et il va s'orienter, il va bouger en fonction simplement de son centre de gravité. Or, son centre de gravité, il n'est pas placé au milieu en fait, il n'est pas placé au centre de la sphère, il est décalé au milieu en fait de l'hémisphère végétatif, tout simplement parce que il contient le vitellus qui est lourd, qui est dense. Et donc, eh ben, ce centre de gravité va faire que il va orienter du coup l'hémisphère animal en haut et l'hémisphère végétatif en bas, et du coup on aura la tâche de maturation au sommet. Donc en gros, l'axe qui passe par le pôle animal et le pôle végétatif, autrement dit l'axe antéro-postérieur, eh ben, il est de même direction finalement que la gravité. Il est en fin de compte vertical. Donc on a ici un axe. Une fois qu'on a fait cette rotation d'équilibration, eh ben, on a un axe antéro-postérieur qui est vertical. Est-ce qu'il y a des questions sur cette symétrie de cette rotation d'équilibration qui a lieu 30 minutes après, du coup, la fécondation? Alors, une heure après la fécondation, on va avoir une deuxième rotation. La rotation de symétrisation ou rotation corticale. Donc, il faut faire attention, il ne faut pas la mélanger avec la réaction corticale, qui était l'exocytose du contenu ici des granules corticales. Hein. Donc, c'est pas l'exocytose de ces granules comme on l'avait vu du coup lors du premier chapitre, ça n'a rien à voir. Hein. C'est une rotation corticale, hein, une rotation de symétrisation et qui intervient une heure après. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que notre spermatozoïde, en fait, il va pénétrer dans l'hémisphère animal. Alors, pourquoi? Parce que c'est toujours pareil avec le problème du vitellus. Hein, c'est la zone où alors c'est déjà la zone où il va pouvoir y avoir la reconnaissance, hein, c'est-à-dire qu'en gros, je vous rappelais, on avait vu que le spermatozoïde était reconnu aussi, hein, la membrane, il y avait une reconnaissance du spermatozoïde avec la membrane plasmique de l'ovocyte. Hein, vous vous rappelez les fertilines avec les récepteurs à fertiline que possédaient du coup chez les mammifères, et ben on a un équivalent ici chez les amphibiens. Et en fait, cette reconnaissance, enfin la pénétration du spermatozoïde aura lieu en fait dans l'hémisphère animal, qui est la partie entre guillemets la moins dense, qui ressemble plus au cytosol et non pas du côté végétatif où on a le vitellus. En plus, on a quand la méiose va se terminer, et ben le pronucléus femelle, il sera formé bien évidemment au niveau là où il y avait le fuseau mitotique en métaphase, donc au niveau du pôle animal. Donc ça permettra du coup une réunion, hein, une fusion des deux pronucléi plus facile entre guillemets. Alors ici du coup on va avoir la pénétration du spermatozoïde, le point justement où on va avoir la fusion du spermatozoïde avec l'ovocyte, c'est ce qu'on appelle la piqûre spermatique. Alors ce spermatozoïde, on avait déjà vu ça, il va simplement intégrer, enfin, lors de la fusion des deux membranes, on va avoir l'intégration de son noyau, hein, qui va du coup devenir un pronucléus mâle, ainsi que du mTOC, hein, autrement dit du centrosome. Hein. Là, on a du coup la piqûre spermatique. Ce qui va se passer, c'est que cette piqûre spermatique, elle va entraîner une rotation. Mais attention, pas une rotation de toute la cellule œuf, uniquement en fait de la périphérie, hein, de la partie périphérique. Donc pas au centre, pas la grande masse, mais uniquement la partie périphérie. Et dans cette partie périphérie, si je reviens un peu en amont, donc à la diapositive numéro 10, le centre va pas bouger, mais ça va être vraiment que la périphérie qui va bouger, et notamment, tous nos granules pigmentaires, tous nos petits pigments de mélanine, autrement dit, notre calotte pigmentaire, elle va aussi basculer. Alors, la rotation, elle se fait
Alors, le détail en fait moléculaire est un peu compliqué. Elle fait intervenir en fait les microtubules qui sont plutôt périphériques, hein. Cette rotation, elle va se faire, elle va aller vers enfin, elle va conduire au basculement de la calotte pigmentaire vers la piqûre spermatique. Donc, en gros, si je prends ma diapositive numéro 10, si je fais ici à gauche la piqûre spermatique, et ben du coup, ma périphérie là, de mon ovocyte, enfin de ma cellule œuf, puisque la fécondation aura eu lieu, et ben va tourner, hein, dans le sens anti-horaire, hein. Donc, du coup, la calotte pigmentaire, elle va se basculer, hein, vers la piqûre spermatique, autrement dit en anti-horaire. Si au contraire la piqûre spermatique a lieu vers la droite, et ben là on aura une rotation, mais cette fois-ci en horaire. Donc c'est vraiment du côté de la piqûre spermatique. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Quand je vais comme ça faire une rotation de la périphérie, et ben ce qui va se passer, c'est que en fait mes pigments, ils vont effectivement suivre la rotation, mais certains vont rester un peu en arrière, vont un peu laisser une traînée un peu de pigments. Et du coup, on va avoir la création comme ça, à l'opposé de la piqûre spermatique, mais toujours dans le pôle animal, et ben on va avoir la création d'une zone qui va avoir une pigmentation un peu intermédiaire et qu'on va appeler croissant gris. Donc, autre chose, ce qui est pas très visible sur le schéma, ce qu'ils n'ont pas représenté, c'est que en faisant cette rotation aussi, des pigments vont venir justement envahir la zone où on avait la tâche de maturation, et du coup la tâche de maturation en fait va s'estomper. Donc on va avoir une formation d'une zone qui va être plus claire à l'opposé de la piqûre spermatique, qui va s'appeler le croissant gris. Et en fait, ce croissant gris, il est important parce que c'est le futur dos de l'animal. Et à l'opposé, on aura du coup le ventre. Ça veut dire qu'avec cette rotation corticale, avec cette rotation de symétrisation qui a lieu 1 heure après la fécondation, on a l'apparition du coup d'un axe dorso-ventral. Si vous avez un axe antéro-postérieur qui était déjà présent, si vous avez l'apparition d'un axe dorso-ventral, vous avez du coup l'apparition d'un plan de symétrie bilatérale. Par exemple, ici, le plan de symétrie bilatérale, ce serait le plan de la feuille, hein, c'est-à-dire le plan de votre écran, entre guillemets. Donc, cette rotation de symétrisation, elle permet l'acquisition de l'axe de polarité dorso-ventrale, hein. Là, par contre, cet axe, il est acquis non pas avant la fécondation, mais après la fécondation. Et si on a du coup les deux axes, dorso-ventral et antéro-postérieur, on a à ce moment-là le plan de symétrie bilatérale. Donc, sur mon schéma, ils l'ont représenté par ce jaune, hein, ils l'ont appelé ça le plan médian, hein, mais ça veut dire le plan de symétrie bilatérale. Donc là, ça y est, mon plan d'organisation, il est déjà acquis, hein, c'est-à-dire je connais, je sais qu'est-ce qui va donner la future tête, la future queue, le côté gauche, le côté droit, le dos, le ventre, hein. Donc j'ai déjà tout mon plan j'ai déjà les axes pour mon plan d'organisation de mon vertébré. Donc diapositive numéro 15. Ici, regardez des images. Là, on a une vue polaire. Donc, on voit depuis le pôle animal. Donc, autrement dit, pôle animal, c'est le futur avant. Et on voit du coup ici le zygote. Et on voit que on a une zone ici, un côté droit, qui est un peu plus claire, hein, alors que la zone de l'autre côté est plus sombre et aussi sombre que le reste de l'hémisphère animal. Et du coup, on a ce qu'on appelle le croissant gris, qui indique du coup qu'on a le dos et qu'à l'opposé, on a le ventre. Et ça veut dire que du coup, on peut faire passer un plan qui serait du coup perpendiculaire à notre écran et qui a été représenté ici en orange. C'est du coup le plan de symétrie bilatérale qui va me distinguer du coup un côté gauche et un côté droit, un côté gauche en bas et un côté droit en haut. D'accord? Et l'axe antéro-postérieur, lui, il serait perpendiculaire à notre écran. Donc, il a été représenté simplement par un point ici. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Oui. j'avais une question par rapport au basculement. En fait, comment il est fait, en fait, comment il est créé? Alors, c'est assez compliqué si tu veux, mais pour faire simple, et en fait, il met en place
ce sont des microtubules. Donc, en gros, c'est des microtubules qui vont permettre de créer un mouvement, tu vois, d'ensemble qui va donner cette rotation de toute la périphérie de l'enveloppe. Donc, il met en jeu, en fait, le cytosquelette. Tu verras ce genre de transfert du contenu de la cellule par le cytosquelette, et ben on le reverra quand on verra justement le déplacement de certaines cellules. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Je crois que c'était Clotilde. Oui. Ouais. Alors voilà, bah, regarde, donc le mécanisme n'est pas du tout à savoir, hein, mais retiens que notamment il y a les microtubules, comme ça on comprendra la dernière expérience que je vous ai présentée lors de bah, c'est la prochaine diapositive. Là, je suis à la diapositive numéro 16 justement. Alors là, si on reprend le premier schéma, eh ben, on voit qu'on a eu l'émission, on a déjà eu l'émission du premier globule polaire qui est noté GP1, et on a affaire ici, on voit qu'on a notre ovocyte qui est bloqué en métaphase. Donc, on a affaire à notre ovocyte 2 qui est du coup pondu. Le spermatozoïde va venir piquer ici, donc va venir pénétrer ici. Donc, on a ici la piqûre spermatique. Et ben, ça déclenche du coup, ça débloque la méiose. On a du coup l'émission, là on assiste à l'émission du coup du deuxième globule polaire, c'est-à-dire que là on est de la télophase et enfin même plus exactement vers la cytodiérèse. On a un anneau d'étranglement qui est en train d'apparaître, mais sauf qu'il fait une cytodiérèse qui est totalement inégale puisqu'on va avoir une toute petite cellule, le deuxième globule polaire, qui sera noté GP2, et on va garder l'essentiel du contenu dans l'ovocyte, qui sera plus du coup un ovocyte, mais qui pourra prendre le nom d'ovule. Le spermatozoïde, lui, du coup, a libéré son contenu notamment surtout son noyau, qui est noté PM pour pronucléus mâle, et le reste des chromosomes qui sont maintenant donc on n'a plus qu'un chromosome par paire et qui sont plus qu'à une seule chromatide. Donc on est bien maintenant haploïde à une seule chromatide, va s'entourer d'une membrane, d'une enveloppe, excusez-moi, nucléaire, et donner le pronucléus femelle. Et ces deux pronucléus vont se rapprocher, vous vous rappelez, et vont cette fois-ci fusionner. Donc on va avoir non pas une amphimixie, mais vraiment une cariogamie. On va avoir un mariage entre guillemets des noyaux. Et donc à ce moment-là, on a le zygote. Et qu'est-ce qu'on voit pendant tout ça? Eh bien, regardez votre zone qui est orange et qui marque la zone où sont présents les granules pigmentaires, autrement dit la mélanine. Eh bien, on voit que dès aussitôt qu'on a fait la piqûre spermatique, regardez si vous repérez les limites de cette calotte pigmentaire, eh bien, vous voyez bien que la limite qui est du côté gauche, eh bien, elle est en train de s'enfoncer. Alors que la limite qui est côté droit, eh bien, on voit qu'elle est en train de se relever. Autrement dit, on voit bien que là, on a un basculement de cette calotte pigmentaire qui traduit en fait le basculement de toute la périphérie. Attention, l'intérieur ne bascule pas. Ça veut dire que du coup, mon gradient de vitellus, par exemple, il est constant. Donc, on garde l'axe antéro-postérieur, lui, il bascule pas. Il est toujours vertical. Et donc, vous voyez bien deux petites images. On voit, regardez ici, tout en haut, plutôt en bas à gauche, on voit un bel ovocyte avec une belle tache de maturation, et tout ça nous est présenté verticalement. Alors, est-ce que c'est un ovocyte qui n'a pas été fécondé? Je ne sais pas. Là, on peut aussi penser que ça peut être aussi un ovocyte qui a été fécondé, mais qui n'est pas encore à 1 heure, mais à 30 minutes. Donc, autrement dit, qui vient juste de faire sa rotation d'équilibration, mais qui n'a pas encore fait sa rotation de symétrisation, sa rotation corticale. Et de l'autre côté, par contre, là, je vois très clairement que j'ai mon croissant gris, donc j'ai mon hémisphère. Je vois bien que ma tâche de maturation, je la vois nettement moins bien. Elle a été estompée par justement cette rotation corticale, et j'ai mon croissant gris. Donc là, je suis sûr que je suis dans une cellule œuf. Donc la première image, soit je suis dans un ovocyte qui vient d'être pondu et qui, par au gré du hasard, a été disposé avec l'hémisphère animal en haut, soit c'est une cellule œuf qui a été fécondée, mais on est avant la rotation
corticale, mais après la rotation d'équilibration. Et du coup, cette cellule œuf s'est rééquilibrée, enfin, s'est équilibrée en fonction de son propre centre de gravité, nous présentant du coup l'hémisphère animal. Alors, pour montrer que cette rotation, en fin de compte, corticale, elle est ultra importante pour l'acquisition du plan d'organisation des vertébrés, et ici, j'ai un témoin avec un zygote. Alors, le petit zigouigoui, là, qui est en noir, c'est le spermatozoïde, ça représente la piqûre spermatique. Qui est en noir, ça nous représenterait en fin de compte notre pôle animal. Et là, on voit bien, hop, on a fait la rotation corticale, on a donné du coup, on a formé le croissant gris. Et quand on laisse se développer l'embryon, à la fin, on va obtenir un embryon au stade bourgeon caudal, juste avant le tétard. Quelque chose qui, on voit bien ici la tête avec son œil, ici il y a la future queue, on a un dos avec ici une colonne vertébrale, et ici on aurait un appareil digestif. Donc on a bien un axe dorso-ventral, un axe antéro-postérieur, une symétrie bilatérale. Et d'ailleurs, on peut dire que là, qu'on voit une vue latérale gauche. Donc ça, c'est notre contrôle, notre témoin. Là, cette fois-ci, je reprends un zygote, je fais la même chose, sauf que cette fois-ci, je vais le mettre en contact avec un produit qui s'appelle la colchicine. Et du coup, je fais un lien avec ta question, Clotilde. La colchicine, en fait, ça bloque la polymérisation des microtubules. Donc, comme je ne vais pas polymériser les microtubules, ça veut dire que je ne vais pas pouvoir faire la réaction corticale. Et donc, on voit bien que le résultat, c'est que mon zygote, il garde le même aspect. On n'a pas eu la formation du croissant gris. Et quand on laisse développer l'embryon, on obtient un embryon aberrant qui n'a pas du tout de symétrie bilatérale, mais qui garde une symétrie radiale. C'est-à-dire qu'on voit qu'on pourrait faire passer un axe de symétrie ici, ce serait l'axe antéro-postérieur, mais on ne peut plus définir sur le côté, on ne peut plus dire, tiens, là, je suis sur le dos, là, je suis sur le ventre, là, je suis sur un côté gauche et un côté droit. Donc là, j'ai une absence de l'axe dorso-ventral et du coup, une absence de symétrie bilatérale. Donc là, on voit bien que cette réaction corticale, si je la bloque, il n'y a pas d'apparition de l'axe dorso-ventral et du coup, du plan de symétrie bilatérale. Si je fais une autre expérience où je bloque de nouveau la réaction corticale, mais que je tourne l'ovocyte à 90 degrés, donc c'est comme si finalement je simulais cette réaction corticale, et j'obtiens un embryon normal. Donc on pourra revenir sur cette plus tard quand on abordera la question 2, on pourra comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans l'embryon pour justement induire un dos et un ventre grâce à cette rotation. Est-ce qu'il y a des questions ? Monsieur, sur le schéma de la rotation de 90 degrés imposée, il n'y a pas le croissant gris, mais pourtant il a un dos. Oui, et pourtant il a un dos. Effectivement, tu as raison. Alors, on verra en fait là, si tu veux, c'est que l'image, elle te montre juste après la rotation, mais la rotation, si ils nous avaient schématisé, si tu veux, l'embryon un tout petit peu plus tard, tu vois, tu aurais vu l'apparition justement de ce croissant gris qui serait apparu par là. Autre question ? Oui, si le spermatozoïde il vient féconder la cellule, enfin du coup pas la cellule œuf, mais l'ovocyte, très proche de l'endroit où il y a la cellule polaire. Le globule polaire. Le globule polaire, voilà, merci. Le globule polaire, et du coup la rotation corticale elle est minime, ça change pas, ça change rien. Ouais, en fait, elle va avoir lieu, si tu veux. Il y aura toujours, alors, elle se fait toujours avec le même angle, si tu veux. Mais par contre, si c'est pile au pôle animal, oui, effectivement, je sais pas te répondre. Mais statistiquement, tu vois, il y aura forcément, ce sera forcément soit d'un côté ou de l'autre de cet axe, tu vois. Donc, et puis quand bien même, si la réaction corticale ne se fait pas, cet embryon, c'est pas très grave, il en existe. Enfin, la ponte, elle en contient des milliers, quoi. Enfin, des centaines plutôt. D'accord, merci. Mais oui, c'est une bonne question. Je sais pas si effectivement
si on tombe pile sur l'axe de polarité, qu'est-ce que ça donne? Mais bon, statistiquement, la grande majorité, enfin, tout le temps, entre guillemets, ce sera soit d'un côté ou soit de l'autre. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, moi j'ai juste une autre question. C'est pour les granules pigmentaires, je comprends pas trop leur rôle, hormis le fait qu'elles permettent de distinguer l'hémisphère animal de l'hémisphère végétatif. Est-ce qu'elles Pas de jouent rôle vraiment un rôle particulier. important dans la rotation? Pas de rôle particulier, Emma. Je connais pas de rôle à ces pigments. À part qu'ils finiront, si tu veux, ils finiront, ces pigments, ils finiront dans l'organisme et ils donneront une pigmentation, si tu veux, à l'embryon. Maintenant, est-ce que cette pigmentation, ça sert à un camouflage, tu vois, notamment du dos, de la partie dos, je sais pas, je peux pas te dire. En tout cas, oui, ils sont utiles pour distinguer l'hémisphère animal mais l'hémisphère végétatif, mais je ne connais pas leur intérêt vraiment fonctionnel. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ok, merci. Pas d'autres questions. Donc, du coup, aujourd'hui, vous allez vous engager du coup dans la segmentation. Alors, vous allez voir, c'est un cours qui est pas extrêmement difficile.